Bienvenue encore à toutes et à tous. C'est le décryptage ce matin. L'Éden d'Afrique a connu, il y a quelques jours, l'une des pires catastrophes naturelles de l'histoire. On parle de plus de 650 morts. Et le samedi, le bilan était déjà à 676 morts. Mozambique, par exemple, on parle de plus de 412 morts. Le Zimbabwe, le Malawi également touché par le cyclone Idai, qui a fait des ravages, des rafales de vent de plus de 200 km/h, balaye une bonne partie du continent africain. Aujourd'hui, la situation est catastrophique sur le terrain. Les secours ou les secouristes continuent leurs actions, mais la question qui se pose, pouvait-on prévenir de pareilles situations? Et au cas où cela ne serait peut-être pas possible, comment faire pour limiter les dégâts? Quelles sont les limites des systèmes de prévention ou de gestion des risques sur le continent africain? Voilà donc la préoccupation majeure de ce numéro du décryptage qui se fait avec Amoros Diossou. Il est météorologue en service à la SECNA au Bénin. En face de lui, le professeur Edmond Soussoupé, chercheur à l'université d'Abomey-Calavi. Chers invités, bonjour. Bonjour, journaliste. Professeur Edmond Soussoupé et puis Amoros Diossou, vous qui êtes justement dans les préventions, c'est ça, les prévisions météorologiques. Exactement. Voilà. Avant toute question, puisque les téléspectateurs, quand on a annoncé ce thème, la première question des téléspectateurs qui nous ont écrit, c'est de savoir est-ce qu'un jour de pareilles situations, de pareils cyclones peuvent passer par le Bénin? Est-ce que dans l'Afrique occidentale aussi, il peut être touché par des phénomènes pareils, présentant des risques par rapport à ce phénomène? Merci beaucoup, ce journaliste. D'abord, je vais vous rassurer que quand nous prenons les phénomènes météorologiques, le cyclone est l'un des phénomènes qui fait ravage aujourd'hui. Il y a tout un processus de formation. Un processus qui est favorable pour que cet élément puisse se déplacer. Donc, l'élément primordial, c'est vrai, c'est ce qu'on appelle la force de Coriolis, qui est déjà pratiquement à l'équateur, qui fait que dans notre zone ici, ce phénomène n'est pratiquement pas présent. Vous comprenez un peu. Bien sûr, il y a aussi la température de la sphère de la mer qui doit être bien chaude. Il y a tout cela. Mais dans notre zone ici, au Bénin ou bien dans l'Afrique ici, on est épargné. C'est ce que je peux dire par rapport à ça. D'accord, donc on peut être rassuré. Rassuré par rapport à ça. Professeur Edmond Soussoupé. Oui, merci monsieur le journaliste. Nous sommes au Bénin, nous sommes sur la côte ouest de l'Atlantique. Et nous ne sommes pas loin de la zone équatoriale. Et comme il a dit, il y a une force qui tend à balancer vers la gauche tout ce qui est mouvement de vent dans l'hémisphère nord et à balancer vers la droite tout ce qui est mouvement de vent dans l'hémisphère sud. Donc pour qu'un cyclone naisse, il y a d'abord une question de dépression. Il faut une pression basse. Et autour de cette pression basse, dans le sens d'une compensation, il y a un emballement de nuages qui, dans le cas de ce qui s'est passé à Idai, qui s'enroule autour de ce point bas qui va devenir l'œil du cyclone. Les nuages vont s'enrouler autour dans le sens des aiguilles d'une montre. Et c'est ce déplacement-là de vent, de tempête, d'humidité et de chaleur qui vont finir par aboutir à tout ce qu'on a eu sur les côtes. Donc, à notre altitude et à la latitude de nos côtes, de pareils phénomènes ne risquent pas d'arriver. Mais au niveau de nos côtes, de notre zone, on présente des risques à d'autres phénomènes. Oui, on présente des risques à d'autres phénomènes parce qu'actuellement, et ce n'est même pas actuellement, depuis plus de 50 ans, il y a une transgression marine qui est observée chaque année et dont la longueur ne fait qu'augmenter. Nous sommes environ à 1 mètre d'avancée de la mer chaque année sur nos côtes ici.
étant donné que la ville Cotonou se trouve pratiquement au même niveau que le niveau de la mer, il peut arriver des suites de cette transgression et d'autres phénomènes qui vont exacerber cette transgression. Il est probable que Cotonou soit victime un jour d'un déferlement de vagues à l'intérieur du continent. Donc on est quand même dans une zone, même si aujourd'hui on a épargné des types de cyclones dont Idaï qu'on a vu en Afrique australe, il y a quand même que des phénomènes, vous l'avez souligné tout à l'heure. Maintenant, revenons quand même à notre préoccupation pour le cyclone Idaï. Pouvait-on quand même prévenir et éviter? Oui, on pouvait prévenir et on a prévenu parce que faut le dire que aujourd'hui l'OMM a pris l'Organisation météorologique mondiale a pris des dispositions données et a désigné des centres qui supervisent et qui surveillent ces formations-là, ces cyclones-là, leur évolution, leur déplacement à travers tout le monde entier. Et on en a en Afrique ces centres? Bon, dans la zone où le cyclone s'est passé, c'est Météo France qui se charge de surveiller ce phénomène dans cette zone-là, dans toute cette zone-là. Comment se fait-il que c'est Météo France qui le fait à notre place? Est-ce qu'il n'y a pas des structures ou bien il n'y a pas les moyens qu'il faut en Afrique pour pouvoir faire directement sur le territoire concerné? Bien sûr, comme je le dis, c'est des centres choisis par l'OMM qui le font en fait, qui font en fait ces prévisions-là, qui surveillent en fait, ce phénomène-là. Dès que le phénomène est initié, un avis est lancé par ces centres-là au centre voisin. Par exemple, la Mozambique a reçu un avis, l'Afrique du Sud a reçu un avis pour pouvoir les avertir que ce phénomène viendra à telle heure, sur tel jour et à tel emplacement donné. Donc, ces dispositions ont été déjà prises. Les centres-là ont émis les avis donnés. L'État mozambicain, à travers ce centre aussi, a émis les avis. C'est peut-être une lenteur qui a été constatée au niveau des administrateurs, au niveau du gouvernement, en fait, pour pouvoir en fait, prévenir, pour pouvoir en fait, déplacer la population. Sinon, la prévention a été faite, les messages sont passés. Et il fallait quand même anticiper, aller plus vite. Alors, pour ce c'est quand même choquant d'entendre quand même de pareilles explications. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire et qu'on n'a peut-être pas fait? Parce que ça voudra dire qu'on pouvait limiter un peu les dégâts, surtout les pertes en vies humaines. Oui, vous savez, de pareils phénomènes ne sont pas fréquents en Afrique. Donc, nous n'avons pas une culture de l'anticipation, nous n'avons pas une culture de la réponse préventive. Parce que le phénomène a été annoncé. Puisque c'est en haute mer, c'est en plein océan Indien que le phénomène est né. Et avec les observations satellitaires, on l'a vu naître. On l'a vu en train de se déplacer. Les chercheurs ont pu calculer la trajectoire et ils savent qu'à un moment donné, ça va mordre sur les terres à la hauteur du Mozambique. Donc, ces éléments-là sont déjà suffisants pour que les pays autour du Mozambique et le Mozambique lui-même puissent mettre en état d'alerte les populations et déclencher des opérations d'évacuation pour isoler les gens des zones les plus vulnérables. Parce que la ville qui a été la plus frappée est une ville côtière, est une ville portuaire, donc une zone où il y a plein d'activités économiques. Donc on aurait pu éviter les pertes en vies humaines, en tout cas éviter beaucoup de pertes en vies humaines si on avait suivi les alertes et si on avait pris les dispositions nécessaires. Mais une fois encore, c'est une question d'habitude. Les pays comme les États-Unis, qui sont frappés régulièrement par les typhons, ne peuvent pas prendre avec légèreté une alerte de ce genre. Le Japon, qui est quelquefois frappé, l'Indonésie... Et même la France aussi. Oui, la France, des gens qui ont déjà vécu le phénomène une fois, ne vont pas laisser les populations dans un désordre aussi insupportable que ce qui s'est passé
au Mozambique. Malheureusement, ça s'est produit, mais si ça doit revenir une autre fois, je crois que le comportement sera différent. Mais alors, quel est le rôle alors des systèmes d'alerte et des structures de prévention que nous avons dans nos pays en Afrique, quand justement on a besoin justement de ces structures, de servir de ces structures et que ça ne prend pas. Je sais qu'au Bénin, nous avons une agence de protection civile. Oui, et puis, avec un système d'alerte précoce. Voilà. Oui, vous savez, ces systèmes d'alerte précoce, c'est des systèmes qui relaient des informations envoyées sur le plan international, quand il s'agit d'un phénomène d'une envergure internationale. Et le Mozambique a aussi un centre d'alerte précoce qui a reçu l'information. C'est l'exploitation de cette information-là qui n'a pas bien marché. Mon vis-à-vis a parlé tout à l'heure de lenteur administrative. Les gens ont eu l'information. Il y a même un centre qu'on appelle Joint Typhoon Warming Center qui a commencé à émettre des bulletins à partir du 6. Ce qui est arrivé le 4, lorsque le cyclone a rencontré les terres à la hauteur du Mozambique le 4, le phénomène n'était pas encore très grave. Donc il est reparti, il a pris de la puissance et il est revenu maintenant autour du 14. Donc à partir du 6, il y avait des bulletins qui étaient émis chaque fois pour alerter, pour dire, mais écoutez, ce qui s'est passé le 4 peut devenir très grave plus tard. Donc on aurait pu déplacer. Oui, on aurait pu vraiment chercher à déplacer les populations. Aujourd'hui, on ne parle pas que des pertes en vies humaines. Il y a aussi des épidémies. On craint dans la région aussi des épidémies. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, avec le système d'intervention, aujourd'hui avec les secouristes et les humanitaires qui sont sur place, la gestion de cette crise-là, de cette catastrophe, aujourd'hui, est-ce que vous pensez quand même que l'Afrique pourrait s'en sortir? Bon, c'est vrai, c'était mieux de prévenir que de guérir. Mais là, nous sommes déjà devant le fait accompli. On ne peut que souhaiter qu'ils arrivent à soigner tout ce qu'il y a. Mais les pertes sont énormes. En plus des pertes en vie humaine, en plus des épidémies, de la maladie, comme l'a dit tout à l'heure le professeur, il y a un aspect économique. Il y a des bâtiments qui se sont écoulés. Il faut reprendre carrément la ville, il faut reprendre la construction. L'électricité, il n'y en a plus. Donc, c'est au fait, si les gens avaient pris des mesures plus tôt, on ne serait pas arrivé là, surtout pour les pertes en vie humaine. Donc, il se pose actuellement un problème de conscience. Il faut que les États donnent du crédit à ce que la météorologie apporte au fait dans le monde actuellement. Donc, je crois. Mais est-ce que dans le cas de prévision et autres, est-ce que la météorologie, son rôle simplement se limite à la prévision? Oui, nous faisons la prévision, on prévoit, le phénomène viendra à telle heure, à tel endroit. Mais et nous, on envoie. Maintenant, quitte aux services qui doivent renseigner, qui doivent passer les informations, passe ces informations pour alerter. Dans le cas du cyclone, l'évolution a été faite, on a suivi la formation du cyclone, on a suivi son évolution. Vous avez le professeur, c'est venu une première fois au niveau des côtes, c'est reparti, c'est revenu, tout ce suivi-là a été fait. Et on a communiqué l'information. Donc, le météorologue, on fait ce travail-là. Le reste, ça suit son cours. Est-ce qu'en matière de météorologie sur le continent, est-ce que nous avons véritablement la technologie qu'il faut, la compétence qu'il faut? Oui, par rapport au phénomène que nous avons aujourd'hui, nous avons la compétence, nous avons les équipements de pointe qu'il faut. Surtout au Bénin, par exemple. Parce qu'au fait, quand on dit prévision météorologique, il y a plusieurs domaines. Il y a l'agro, il y a l'aéronautique, il y a la marine. Donc, par rapport à chaque domaine, moi, je suis vraiment spécialisé dans l'aéronautique. Je sais qu'on a aujourd'hui des technologies de pointe à la SECNA pour suivre les phénomènes météorologiques. Ça, on en a. Et nos prévisions, à 95-98%, ce sont fiables. Maintenant, le reste, c'est juste... c'est vrai qu'on veut beaucoup plus. Si on a plus d'équipements, les prévisions seront encore plus affinées. Mais aujourd'hui, on a les équipements de pointe qu'il faut. D'accord. Alors, professeur Edmond Sousoupé, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un lien entre ces phénomènes et le réchauffement ou les changements climatiques? Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Des chercheurs ont déjà opiné
pour dire qu'il n'y a pas un lien direct entre d'abord la survenue d'un cyclone et les changements climatiques, parce que les éléments qui entrent dans l'alimentation, la naissance d'un cyclone ne sont pas fortement influencés par les changements climatiques. Et ça veut dire que la naissance du cyclone n'est pas liée au changement climatique. Mais ce qu'ils ont dit et que des études ont prouvé, c'est que si le cyclone naît, l'environnement créé par le réchauffement climatique peut contribuer à donner plus de puissance au cyclone. Parce qu'en réalité, donc ça peut renforcer ça renforce l'effet du cyclone. C'est-à-dire que la zone de basse pression autour de laquelle naît le cyclone, c'est une zone qui se forme en plein océan. Donc, il se trouve que du fait des changements climatiques, l'atmosphère de l'océan est un peu chauffée. Donc, cette chaleur va servir comme un aliment énergétique au cyclone. Donc, le cyclone va gagner en puissance par transfert de cette énergie thermique. Hein. Ce transfert d'énergie thermique va renforcer la puissance du cyclone. Et c'est ça qui fait que il est fort à craindre que si les changements climatiques ne sont pas à l'origine des cyclones, ils sont tout au moins là pour amplifier la puissance, pour renforcer la puissance des cyclones. C'est vrai qu'aujourd'hui, face à ce drame, il faut situer les responsabilités à divers niveaux. On a entendu quand même des sinistrés qui ont déclaré « on n'a rien, on meurt de faim comme des chèvres et des poules ». Il y a quand même une victime qui s'est exprimée comme ça à Bouzi, l'une des localités touchées au Mozambique. Nous avons suivi un peu sur les chaînes, nous avons lu un peu à travers la presse et également sur les réseaux sociaux. Ça nous a beaucoup touché. Professeur Edmond Sossouper, avant de revenir à vous, Amoros Diossou, voilà. Aujourd'hui, quand il est question aujourd'hui de situer les responsabilités, parce que il faut renforcer les systèmes de prévision et d'intervention de gestion de catastrophes pour éviter de pareilles situations, pour que dans de pareilles situations, même si c'est des catastrophes naturelles qui doivent arriver, limiter un peu les pertes. Mais aujourd'hui, si on doit situer des responsabilités au niveau de l'Afrique australe, est-ce que c'est de la responsabilité des politiques qui peut-être ne donnent pas la priorité, ne donnent pas les moyens qu'il faut pour résoudre ces questions? Parce que je sais, chez nous, par exemple, au Bénin, j'ai entendu à plusieurs reprises, et ça, je sais pas de l'affirmation gratuite, au niveau de l'Agence nationale de protection civile, on n'a pas de moyens, on a un budget faible, on ne peut pas communiquer, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. Alors, pourquoi sur le continent, quand même, on ne prend pas, on ne donne pas priorité, quand même, à ce type de... Parce qu'on voit que sous d'autres cieux, les gens mettent beaucoup de moyens dans la recherche, beaucoup de moyens dans la science pour pouvoir se protéger véritablement contre ces genre de situations, mais en Afrique... Exactement. Vous voyez, comme je disais tout à l'heure, il y a une histoire de priorité. Il faut que les politiques sachent qu'il faut donner une priorité et un crédit à ce qu'on fait au niveau de la météorologie. Qu'on le veuille ou non, ce sont des phénomènes qui sont liés un peu quand même au changement climatique. Parce que d'abord, la zone dont nous parlons, c'est une zone où, je crois actuellement, c'est le 7e cyclone qui est en train de frapper cette zone-là. En moyenne, on a en moyenne 4 cyclones en moyenne, jusqu'à l'heure où nous parlons, normalement, dans la période où nous sommes. Donc ça nous amène à nous dire que, bon, il y a quelque chose qui est en train de se passer au niveau de la météorologie, au niveau de l'atmosphère. Il faut qu'on investisse, il faut qu'on mette les moyens pour, au fait, accompagner ceux qui travaillent sur les changements climatiques. Donner aussi du moyen à ceux qui vont passer ces alertes-là. Parce que ce sont des catastrophes naturelles. On ne peut rien faire, on ne peut rien faire pour les empêcher de venir. Mais quand même, on peut prévoir, on peut déplacer, on peut anticiper. Mais vous aujourd'hui, dans vos recherches ou dans les prévisions que vous faites aujourd'hui, est-ce que vous sentez l'influence du réchauffement? Ou est-ce que vous développez des approches à pouvoir considérer aussi ce facteur réchauffement dans vos recherches par rapport à la météorologie au Bénin? Bien sûr, puisque d'abord, vous voyez, au Bénin ici par exemple, nous avons Météo Bénin,
qui a un service changement climatique, qui se charge de faire ces recherches-là. Donc par rapport à, c'est un travail fait par rapport aux températures, aux données qu'on a eues par rapport dans le passé, au fait. Comment les données ont évolué. Actuellement, est-ce que actuellement à telle saison, est-ce que l'année passée on était comme cela. Donc c'est tout un travail qui est fait au fait. Il faut maintenant que jusque les politiques accompagnent ce travail-là pour que, parce que en fait c'est la base au fait, Dès qu'on arrive à avoir une vraie information de qualité, le résultat, il est là. Donc, si l'accompagnement est fait à ce niveau-là, et que les moyens aussi sont donnés aux équipements d'alerte, de suivi, les équipements de protection, qui arrivent aussi à leur tour à alerter et à suivre, il n'y a pas de problème. On va pouvoir éviter le pire, comme on le dit. D'accord. Professeur Soussoupé, à quel niveau aujourd'hui il faut situer les responsabilités face à cette catastrophe? Bon, la première, le premier élément qu'il faut incriminer, c'est l'impréparation. Les pays qui sont côtiers doivent savoir qu'ils sont vulnérables à un certain nombre de phénomènes naturels. Et la préparation, la prémunition devait être la règle principale. Mozambique, Madagascar un peu, puisque le cyclone a aussi frappé Madagascar. Malawi, avec Zimbabwe, la boue, la dernière fois qui a ravagé. Tous ces pays-là devaient se savoir vulnérables vis-à-vis d'un certain nombre de phénomènes naturels prenant origine à partir de l'océan Atlantique. De l'océan Indien. Et de ce point de vue, des systèmes d'alerte nationaux devaient exister et devaient être très développés, donc équipés, de manière à répercuter l'alerte. Au Bénin ici, le système d'alerte précoce, à mon avis, tient le coup, parce que quand il y a inondation, quand il y a eu des problèmes au niveau du Niger avec la barque qui a chaviré, on a vu quand même que la réponse a été assez rapide. Parce qu'ils ont mis des points, ils ont installé un certain nombre de points de surveillance à partir desquels les premières réponses peuvent partir. Bon, maintenant, le problème, c'est qu'on nous, on n'a pas les moyens pour vérifier si il y a un lien direct entre changement climatique ou réchauffement climatique et cyclone. Mais les pays qui sont à l'origine des phénomènes, du problème de changement climatique, les pays les plus producteurs de gaz à effet de serre, sont malheureusement ceux-là qui doivent chercher à faire ce lien. Mais en établissant ce lien, si le lien est établi, ça veut dire que ce qui arrive au Mozambique et aux autres pays doivent faire l'objet d'un dédommagement. Est-ce que vous voyez? Puisque le Mozambique n'est pas un pays industriel que je sache. Et il contribue pour très peu à la production de gaz à effet de serre. Et c'est pareil pour tous les pays africains. Nous subissons les effets des changements climatiques sans avoir été à l'origine de la création des éléments qui génèrent ces changements climatiques. Donc, la question de l'adaptation se pose. Les pays développés n'ont pas le droit de fermer les yeux sur nos cris de cœur allant en leur direction pour dire, mais nous devons pouvoir préparer nos adaptations. Est-ce que vous voyez? Donc, les adaptations peuvent passer par la mise en place d'équipements de haut niveau qui pourraient aider le Mozambique à alerter davantage. Est-ce que vous voyez? C'est une forme d'adaptation, ça. Mais si on nous laisse dans notre état actuel et que le phénomène, le drame doit survenir avant qu'on ne débarque avec les aides, avec ceci ou cela, c'est comme on dit, médecin après la mort. Est-ce que vous voyez? Donc, les pays développés, je crois que pour les prochaines conférences des parties sur le climat, les gens doivent être plus réalistes et ils doivent
comprendre que nous, pays africains, nous n'avons pas été à l'origine de ce que nous vivons aujourd'hui en termes de changement climatique. Et que nous ne devons pas supporter les conséquences sans que ceux qui ont créé le problème soient malheureusement, là. Les pays africains n'ont jamais eu ce pouvoir de oui, mais droit justement, de veto sur la discussion. Tout à fait, on n'est pas en position de droit de veto, mais on doit continuer de chanter ça. Un jour viendra où ça va tomber dans des oreilles plus attentives. Revenons quand même à ce drame en Afrique australe, mais cela a révélé également d'autres problèmes sur le continent. C'est le problème d'urbanisation. Aujourd'hui, il y a des secouristes qui ont eu des problèmes à accéder à certains milieux parce qu'entre-temps, on a mal construit. C'est des agglutinations de maisons et autres. Oui, mais c'est ça. Tout ce que nous disons là. Vous voyez, j'avais dit d'entrée que le Mozambique et les pays qui sont côtiers ne savent pas quelle vulnérabilité la proximité d'avec l'océan leur crée. Et s'ils le savaient, mais un truc comme ça ne peut pas arriver au Japon. Le Japon a déjà réglé le problème de dimensionnement de ses constructions. Soit pour résister au séisme, soit pour prévenir et résister au typhon ou au cyclone. Donc, c'est des pays qui ont été frappés 1, 2, 3 fois, plusieurs fois déjà. Qui ont pris les dispositions préventives. Donc, en étant pays côtier, y compris Cotonou, parce que la façon dont nous occupons le littoral du Bénin, c'est ça. C'est à croire que nous pensons que la mer va être calme tout le temps. Mais le jour où l'océan va se déchaîner, mais imaginez tout ce que ça va causer sur tout ce parcours-là. Haïti en 2010. Bien sûr. Donc ces constructions ne sont pas normées. C'est-à-dire on ne les a pas fait suivant des normes appropriées à la proximité d'avec l'océan. Donc c'est ce qui s'est passé au Mozambique. Et ça doit déjà commencer par nous ouvrir les yeux pour que, en termes de construction sur le littoral, que l'on puisse savoir quel dimensionnement de l'ouvrage il faut. Parce que c'est arrivé au Mozambique aujourd'hui, on ne sait à qui le prochain tour. D'accord? Donc voilà un peu. Monsieur Diossou, dites-nous, face à de pareilles situations, de pareilles crises, quels sont les autres enseignements qu'on peut en tirer en dehors de tout ce qu'on vient de citer? Les autres enseignements, vous avez, comme l'a dit tout à l'heure, et comme on va toujours le répéter, c'est les effets néfastes, c'est le côté social, le côté économique. C'est surtout ça. Aujourd'hui, si le Mozambique pleure, c'est parce qu'il y a eu des morts, c'est parce qu'il y a eu, il y a des milliers de blessés actuellement, il y a des affamés. Il y a des gens qui ont considéré pas tomber malades. Donc, c'est beaucoup plus le volet social qui fait qu'on a un regard envers ce pays-là aujourd'hui. Et je vais aussi ajouter, je vais toujours le dire, comme l'a dit le président tout à l'heure, il faut que on arrive à régler ce problème de changement climatique-là, en fait. Il faut qu'on arrive à trouver une solution à cela. Il faut qu'on arrive à anticiper au fait ces phénomènes-là. Au Bénin, actuellement, on peut parler aussi des prévisions pluviométriques, par exemple. Je sais que ce n'est pas forcément votre spécificité puisque vous êtes dans la météorologie aéronautique, c'est ça, bien cela. Alors, en matière de prévision, parce que les Béninois se posent déjà des questions. On est déjà, qu'on ne le veuille pas, dans la saison, ou bien en train d'entrer dans la saison. Et puis, nous savons chaque fois, à chaque saison au Bénin, après 2 ou 3 plus, c'est que c'est Cotonou, par exemple, est sous les des soucis déjà, beaucoup des soucis. Quel va être le comportement des pluies? C'est vrai qu'on aura un autre plateau pour mieux en parler, mais pourquoi pas ne pas déjà anticiper, donner goût à nos téléspectateurs pour ce dont se souper. Oui, ben, vous savez, mon cher Aïssé, la situation de Cotonou est une situation dont on ne prend pas nécessairement la mesure du danger. Les pluies ont été un peu précoces cette année. Déjà, début février, les premières pluies ont commencé, alors qu'on devait les attendre à partir du 15 mars, si l'année est normale. Bon.
Mais avec 2 ou 3 pluies, vous entrez dans Cotonou à certains endroits, vous vous dites, est-ce que on est en plein mois de juin? Mais simplement parce que, l'eau est à fleur de sol, donc la nappe est affleurante. Ça veut dire que si de l'eau tombe du ciel, cette eau-là ne peut pas s'infiltrer et quitter la surface du sol. 2. Les collecteurs qui sont faits pour aider à l'écoulement de ces eaux sont encombrés par l'incivisme des populations. Donc les collecteurs sont bouchés, les eaux vont circuler comment? Les pré-collecteurs qu'on appelle les caniveaux qui bordent les voies, ils ne sont en général pas débouchés à bonne date. Normalement, il faut curer ces caniveaux pour créer un système de circulation fluide pour amener ces eaux-là vers les grands collecteurs qui vont déboucher vers le lac. Mais tout ça n'est pas assaini. Et tant que ce n'est pas assaini, on ne peut pas cesser de se plaindre. Moi, je suis allé dans un quartier à Gontincon, entre Gontincon et chose. Il y a un projet d'asphaltage qui prend la voie qui tombe vers Bedro-Mendé de l'autre côté, la voie 40. Mais quand on va dans le sens opposé de la voie 40 de Bedro-Mendé, je suis allé quelque part là, mais j'étais en pleine eau. En pleine eau, après combien de pluie? C'est ça le vrai problème. Et moi, je n'étais jamais allé là. Ce que j'ai vu, je me dis, mais si je retourne là au mois de juin, quel va être l'état de cet environnement? Pourtant, des gens vivent là, ils ont construit des immeubles. Oui, donc mais la question, chaque saison de pluie, on fait c'est qu'on n'a jamais cherché à résoudre le problème. On n'a jamais cherché. Il y a des gens qui sont sur le couloir de l'eau. Alors, ils sont venus construire, ériger des maisons, des immeubles sur le couloir de l'eau. Mais il faut les dégager. Si une seule personne doit être à l'origine du problème de stagnation de l'eau, il faut aider la personne à déménager pour ouvrir le couloir. Mais ça, il faut prendre des mesures fortes. Si on ne le fait pas, on va toujours pleurnicher. Et les maladies que cela occasionne, à chaque période de crue, il y a des risques de choléra, il y a les maladies diarrhéiques, en tout cas les maladies hydriques, maladies liées à l'eau. Bien sûr, bien sûr. Sans compter le paludisme qui est devenu très endémique dans la ville. Merci à vous, professeur Edmond Sosoupé. Obed Amoros, vous êtes météorologue en service à l'ASECNA, professeur Edmond Sosoupé, environnementaliste. Vous êtes chercheur à l'université d'Abomey-Calavi. Et puis, dernier tour de table rapidement avant de vous laisser partir. On a quand même vu un comportement de la part de ces populations d'Afrique australe. Et c'est pratiquement la même chose quand on est en Afrique. Et chez nous, justement, au Bénin, il y a des informations, on demande à des gens de se déplacer, mais il y en a qui résistent et qui trouvent que non, ils sont dans leur champ depuis des années et qu'il n'y a jamais eu... ça arrive au Bénin, le système d'alerte prévient et puis on demande aux gens de se déplacer, mais on refuse. C'est arrivé également, ce comportement-là aussi, Mozambique, Zimbabwe et autres, ça a expliqué également le fait qu'il y a eu autant puisque les gens à un moment donné n'ont pas cru justement à ce qu'on est venu leur dire, leur annoncer, voilà, il y a un cyclone qui passera par votre zone, on n'a pas cru. Est-ce que c'est les conditions de vie périlleuses, c'est la misère en Afrique qui fait qu'on est tellement accroché à nos biens, à nos terres, à nos maisons et qu'on ne veut pas, même quand on nous parle de danger, on ne veut pas... pourquoi ce comportement? Parce que ça a expliqué un peu... Exactement. Là, vous voyez, c'est un peu dommage. Là, vous voyez, il y a peut-être un problème d'information, un problème, parce qu'il faudrait qu'on arrive à leur expliquer, au fait, le danger qu'ils courent par rapport à tel phénomène. Peut-être s'ils avaient connu ça, ils auraient peut-être être obligés de laisser ce qu'ils font et faire tout là. Il y a aussi le problème de, comme l'a tout à l'heure, c'est vrai, la misère. On ne sait pas où est-ce qu'on va aller, où est-ce qu'on va aller rester, comment on va vivre après.
Mais si on explique, si à travers des ateliers, si on va au contact des populations, on explique que voilà tel phénomène, voilà ses dangers, voilà sa manifestation, il faut que vous preniez des dispositions données. Je crois qu'ils ne vont pas hésiter à libérer les lieux. Oui, je pense que c'est parce qu'ils n'ont jamais vu un phénomène pareil. Le comportement que vous fustigez là, ça se passe chez nous au Bénin ici. Lorsque, ayant eu des informations liées aux prévisions de temps, le système d'alerte précoce dit par exemple, il ne faut plus naviguer sur le fleuve Niger ou sur un autre fleuve, parce qu'il y a beaucoup de risques, il y a des tempêtes, il y a des vents violents. Mais les gens, est-ce que tout le monde s'accommode de ça? Non. Il y a des gens qui vont dire, ah non, je vais dans mon champ qui est juste à côté là, et ils montent sur l'eau, et il peut être renversé par le vent. Donc, c'est d'abord une question d'éducation. Nous n'avons pas encore suffisamment éduqué nos populations sur la mesure du risque. Nous pensons que comme on est là et rien n'est jamais arrivé, que rien n'arrivera. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ça qu'il faut. Et ce n'est pas en période de calamité qu'il faut éduquer les gens. L'éducation doit se faire avant. Je prends le cas des régions hydrologiques un peu agitées de notre pays, les populations du Mono, avec le fleuve Mono qui parfois devient très très violent, le fleuve Niger, et même parfois au niveau du lac, il y a des points où il y a des risques de tempête. Donc on doit informer. L'agence de protection civile doit se mettre au travail maintenant, si je prends le cas du Bénin, pour sensibiliser au niveau des mairies, au niveau des municipalités, pour dire, mais écoutez, il y a des choses qui se passent chez d'autres personnes. Mais si on ne vous informe pas maintenant, le jour où ça va arriver, vous n'aurez pas les bons comportements. Si on vous dit de dégager, mais si votre valise doit être lourde pour vous empêcher d'avancer, laissez la valise et partez seul. Mais dans les pays développés, c'est comme ça. Les gens quittent leur maison, ils abandonnent tout. Bon, peut-être que rien n'arrivera à tout ce qu'on a abandonné, mais le plus important, c'est de survivre d'abord. Donc, matériel, ce n'est pas seulement la misère. Il y a des gens qui sont accrochés au matériel. Il y a des gens qui sont fortement accrochés au matériel, qui ne donnent à leur vie un sens que par rapport au matériel. Est-ce que vous voyez? Donc, ceux-là, il sera difficile de les décrocher. Mais la bonne majorité comprendra que quand il y a une alerte, la première réaction à avoir, c'est de suivre les consignes qui sont données. Très bien. Merci. Merci à vous, professeur Edmond Sosokwe. Merci également à vous, Diossou. Prévention des risques et catastrophes en Afrique du cyclone Idaï. De toute façon, on a compris, on a essayé de décrypter un tout petit peu la situation sur ce plateau. Les grands enseignements ont été tirés. Il faut simplement renforcer le système d'alerte et de prévention de pareilles situations sur le continent. Et surtout, en de pareilles situations, faire passer l'information et mettre les moyens à disposition des structures en charge de ces cas de situation pour éviter des drames à la taille de ce que nous voyons depuis quelques jours en Afrique australe. Merci à toutes et à tous.